Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah, j'y sais, t'as quelqu'un qui te connaît déjà. Alors oui, je ne sais pas qui c'est, mais effectivement, je vois que j'ai été salué. Ah, la légende aussi. Ah oui, je ferai peut-être par le projet Louis en live. Bon, il va y avoir de la private joke, on va peut-être éviter. Hein. Alors, on attend encore ou on va attendre? Avant de commencer. Je pense qu'on est bon. Bon. Ça monte, ça monte. Bonjour, bonjour. On commence à 16h35. Comme ça, tout le monde est bien installé. Ah ouais, ça fait double chat avec Meet et Google. Incroyable. Ah, ça commente par rapport à notre fond. Hein. Bah, c'est juste en fait le même architecte qui a fait la pièce. Ah, quelqu'un de Belgique, let's go. On a un peu tout le monde de toute la France. Hein. Ben on est voisines, hein, clairement. C'est bon, on peut commencer alors? Bon alors salut à tous, je suis Will, chargé de projet marketing chez l'école O'Clock. Bah, je vous souhaite la bienvenue à notre live qui sera spécial gaming. J'accueille avec moi Jean-Christophe qui est formateur au sein de notre école et notre invité spécial Chloé, vous la connaissez peut-être sous le nom de Chloé Twitch. Donc c'est une streameuse et chroniqueuse spécialisée dans le monde du gaming. Je leur donnerai bien sûr la parole par la suite pour bien se présenter et vous raconter un tout petit peu leur expérience dans le monde du jeu vidéo. N'hésitez pas à utiliser le chat pour mettre vos commentaires, vos questions. On n'hésitera pas à prendre quelques minutes vers la fin pour y répondre. Et voilà, sans vous faire attendre, je laisse la parole à JC. À toi, JC. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, comme vous le savez certainement ou pas, mais je vois qu'il y a pas mal d'alumni là, l'école O'Clock, donc existe depuis 2017, dispense plutôt des formations au développement web, autour du développement web hein, depuis tout ce temps-là. On a en téléprésentiel, hein, donc la grande force d'Oclock, c'est effectivement de pouvoir venir assister à nos formations depuis chez vous. Hein, c'était ça un peu le gros avantage depuis sa création. On est en train de se diversifier et donc on va proposer une formation jeux vidéo. On en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, il y a ce live notamment.
on va parler de professionnalisation dans le jeu et d'autres choses aussi, notamment, notre invité va pouvoir se présenter et parler de son univers. Et on aura une annonce sympa en fin de live. Donc, si vous voulez rester jusqu'au bout pour avoir cette petite info supplémentaire. Voilà. En gros, donc je vais passer la main à Chloé, du coup. Du coup, bonjour tout le monde, très contente d'être là. Comme vous l'avez dit, moi je suis streameuse, donc jeux vidéo. Je diffuse en direct du contenu vidéo sur Twitch notamment. C'est ma plateforme principale. J'essaye de faire de l'actu jeux vidéo, c'est-à-dire que j'essaye de suivre vraiment les sorties et de garder un peu la tête là-dedans. Et même si c'est très dur de tout suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup, donc je dois quand même faire un choix. Mais j'essaye vraiment de toucher un peu à tous les genres, l'indé ou aussi les grosses sorties. J'ai quand même un genre qui m'est un peu plus cher, évidemment, qui n'était pas du tout un genre de jeu que j'aimais de base, mais j'ai appris à l'aimer. C'est les Dark Souls, parce qu'en fait, c'est vraiment ma chaîne Twitch a pas mal grandi avec les Dark Souls notamment. Et ça a été une grosse découverte de tous les jeux de A à Z. Et puis avec la sortie d'Elden Ring, ça a pas mal aussi aidé au développement de la chaîne. Et après, quand j'ai vraiment fait le tour, j'ai essayé aussi de me détacher un peu de cette niche pour ne pas non plus m'enfermer là-dedans, quoi. En plus de ça, j'ai aussi fondé une association qui s'appelle Streamer, qui met en avant les femmes et les genres marginalisés dans le monde du stream, parce que c'est un monde qui est excessivement masculin, qui est bien plus majoritairement masculin. Un petit peu comme le dev, hein, on en parlera sûrement, mais on peut vraiment faire des parallèles avec les deux milieux. Donc avec cette assos, on essaye vraiment de faire plus de représentation. Donc on a la streameuse de la semaine, on a un serveur Discord où les streameuses peuvent échanger, discuter, etc. Et on essaye de faire des événements de manière assez régulière, que ce soit des tournois. Là, on a la TwitchCon qui arrive bientôt. On fait aussi des conférences. On a aussi fait des formations au streaming totalement gratuites avec la ville de Bruxelles. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je suis de Belgique, même si le projet Streamer est francophone. Donc, on a autant des gens de France, Belgique, Suisse, Québec, Luxembourg. Donc voilà, on essaye vraiment d'accompagner pour avoir plus de représentation diversifiée au sein du stream. Et enfin, ma dernière casquette, je suis chroniqueuse dans tout ce qui est gaming et tech à la télé belge, la RTBF, et notamment sur leur branche gaming qui s'appelle XP, et sur d'autres émissions comme l'Internet Show, On n'est pas des Yankees, etc. Donc voilà, et je lutte beaucoup pour tout ce qui est donc les inégalités de genre. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment m'est très très cher. Et depuis quelques mois, je suis vice-présidente du Conseil d'égalité des genres à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est vraiment un truc totalement différent du jeu vidéo, mais c'est aussi mon expérience avec le jeu vidéo qui m'a mené à faire d'autres choses, etc. Donc voilà. Merci Chloé. J'ai l'impression que dans le domaine du jeu vidéo, il y a pas mal, les inégalités de genre, c'est un sujet qui est assez prégnant, non? Bon. Oui, quand même. Je pense que c'est dans beaucoup de domaines de la société. Hein. Le jeu vidéo est un reflet de la société dans sa globalité. On peut prendre les entreprises, on peut prendre le code. On retrouve un peu les mêmes schémas. J'ai l'impression peut-être que c'est peut-être plus facile. Ou en tout cas, j'ai remarqué que c'était un domaine où on voit souvent plus de personnes qui vont peut-être oser aussi parler de ça ou Ça, en fait, il y a eu un moment assez charnière pour la prise de parole dans le monde du stream. J'ai vraiment parlé du monde du streaming. C'est que ça a toujours été là, hein, les problématiques de genre, de cyberharcèlement, etc. Mais il y a eu un moment vraiment clé, c'est quand une streameuse que vous connaissez peut-être qui s'appelle Magla a pris la parole publiquement et en a parlé, et ça a vraiment, en fait, de un, conscientiser les personnes qui ne le savaient pas, qui peut-être ne s'en doutaient pas, etc. Et de deux, ça a aussi aidé les personnes qui étaient dans cette situation d'en parler également. Mais je pense que c'est vraiment la prise de parole de Magla, qui est vraiment pionnière dans le monde du streaming. Ça a été un moment assez clé, et ça a libéré la parole, et c'est quelque chose qui, à mon sens, est hyper important de justement en parler pour trouver des solutions et améliorer la situation. Ok.
Du coup, Will, c'est toi qui enchaîne pour la suite ou bien comment Non, c'est à toi. Ah, c'est à moi? Ah, attends. Ok. Lol. Yes. Je sais pas. Ok, d'accord. Pour toi, Chloé, c'est bon? T'as fait le tour? Oui, bah, je vous suis. Hein, je pense Ouais. que je sais pas s'il y a un fil conducteur ou si je vous suis ou si je rebondis sur les questions du chat. Vraiment, Il y en a effectivement. I go with the flow. Hein, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je sais pas si je les reprends aussi. Quelqu'un qui demande s'il y a eu des différences. Je pense que des différences sur un sujet aussi compliqué, ça vient pas du jour au lendemain. Je pense que c'est vraiment un travail qui est très long. J'ai un peu l'impression que, comme on dit, je sais pas si c'est vraiment une expression, mais on crée une route pour les personnes suivantes. Un petit peu, on ouvre des portes pour faciliter peut-être aussi les générations suivantes. Mais des différences. Bon, déjà, il y a la prise de parole, la prise de conscience de certaines personnes. Et on a aussi pas mal vu d'améliorations de la part de Twitch. Je dois dire que ça, j'étais assez contente. C'est qu'il y a des outils qui ont été mis à disposition, le mode bouclier, le partage de comptes bannis sur la plateforme, etc. J'ai eu l'impression en tout cas qu'il y avait une meilleure écoute des problématiques. Ok. Est-ce qu'actuellement, tu as des projets qui sont en cours sur lesquels tu es en train de travailler? Oui, beaucoup de projets. J'aime beaucoup. J'aime bien me garder occupée. C'est quelque chose qui me motive beaucoup. Après, j'ai tendance à faire trop de choses aussi. C'est un peu mon problème. Mais là, pour l'instant, effectivement, ce que je fais tous les jours, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je stream tous les jours. Tous les matins, je fais du gaming. Donc là, c'est quand même quelque chose qui me prend. C'est un projet qui me prend beaucoup de temps parce que je vais aller voir quelles sont les sorties, je vais aller voir avec les studios, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce qu'on peut faire quelque chose. Je vais aussi réfléchir en amont, est-ce que c'est un contenu que j'ai envie de faire, est-ce que c'est un contenu qui va plaire, parce que parfois il y a des contenus que j'aime beaucoup, mais qui vont peut-être pas plaire en stream, parce qu'en stream c'est quelque chose qu'il faut animer, etc. Les jeux peut-être un peu plus lents, c'est peut-être un peu plus compliqué à animer. Donc il y a toute cette partie réflexion. Niveau autre projet, comme je disais, il y a la TwitchCon qui arrive en juin, fin juin, où on donne une conférence avec StreamEarth, pour le coup, avec l'association. Et ça va parler en fait de justement comment utiliser les communautés, comment se lier avec d'autres personnes et comment ça peut être utile en fait dans le monde du streaming, parce que c'est vrai que parfois on a un petit peu cette optique oui, mais je vais rester dans mon coin, j'ai peut-être pas nécessairement envie d'aller voir les autres personnes, mais en fait c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et même le CEO de Twitch, Daniel Clancy, avait justement parlé de ça, à quel point ça peut aider de vraiment grandir même sur la plateforme, d'exister sur d'autres lives, d'aller faire des collaborations, etc. Donc on va vraiment parler de ça. À part la TwitchCon, il y a la Gamescom en août, pour laquelle j'irai représenter la Belgique. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a les Belgian Game Awards aussi qui vont revenir. Il y a tous les moments des conférences, hein, les Summer Game Fest, etc. Et on prépare aussi des chouettes choses avec StreamEarth. J'en ai pas encore parlé, mais on va dire que ça va tourner autour du thème de la musique. Donc voilà. Parce que c'est vrai que sur Twitch, il n'y a pas que du gaming. Mais là, on essaye de mettre un peu en avant tout ce qui peut exister sur Twitch. Donc on prépare un truc un peu sympa sur le thème de la musique. Intéressant. Merci. Ok, peut-être qu'on peut enchaîner sur la suite du coup. Tout à fait. Chloé, est-ce que tu peux nous parler, toi, éventuellement de tes coups de cœur ou de comment tu vois la scène jeux vidéo indépendant francophone? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que du coup, moi, je suis pas du tout dans la création et le codage, etc. de jeux. Hein. Je suis plutôt de l'autre côté de l'univers, plus dans tout ce qui est marketing, etc. J'aime beaucoup l'univers indé. D'ailleurs, j'étais hyper contente de voir la nouvelle conférence Triple I. Je sais que vous l'avez sûrement vu passer, qui justement se concentre sur l'univers indépendant et qui en plus de ça, c'était une initiative de Evil Empire, qui est un studio français, qui ont fait, je sais plus le nom, Dead Cells, très très bon jeu d'ailleurs. Donc ouais, il y a des pépites en termes de jeux indés francophones. Après, c'est vrai que ce serait intéressant de voir un peu votre avis sur c'est quoi selon vous aussi un jeu indépendant. Est-ce que c'est un jeu qui s'auto-édite?
Est-ce que c'est la taille de l'équipe? Parce que c'est vrai que du coup, en tant que jeu dans la francophonie indépendant, je pourrais penser à l'Ariane Studio avec Baldur's Gate, mais c'est une grosse équipe. Mais d'un côté, ils s'auto-éditent. Est-ce que du coup, c'est un jeu indépendant ou pas? Je suis pas trop sûre non plus de la frontière. Donc c'est vrai que si vous pouvez m'éclairer à ce niveau-là. Pardon, tu parlais de quel jeu? Je regardais Evil Empire parce que tu parlais de quel jeu en dernier lieu, pardon? Je parlais de Baldur's Gate. Je disais que je demandais est-ce qu'on peut dire que l'Ariane Studio est un studio indépendant parce qu'il s'auto-édite, mais ça reste une grosse équipe. Donc je me demandais où est la limite en fait. J'aurais tendance à dire que tu es indépendant quand tu as ton studio qui s'autogère, quoi, je pense. Ok, d'accord. Bah là, on pourrait dire que Baldur's Gate 3 en fait partie, même si bon, ils sont dans la partie néerlandophone de la Belgique. Mais sinon, j'ai pas mal de coups de cœur niveau indé. Je pense notamment à Dontnod. Ils sont encore indé, je pense. Hein, quoique, ils sont édités par Square Enix maintenant. Après, ils peuvent être développeurs indépendants, mais édités par d'autres. Hein. Après, ça, c'est. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense à Stray, que j'ai beaucoup aimé, qui était un studio français, si je dis pas de bêtises. Le jeu avec le chat futuriste que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi Dordogne en garde. Des très très bons jeux aussi, vraiment que j'ai. Dordogne, la DA est incroyable. J'avais eu l'occasion de discuter avec les développeurs et vraiment c'était trop bien. J'aime beaucoup aussi. Alors c'est parce que j'aime beaucoup les Souls, donc il y a un jeu indé qui s'appelle Steel Rising, qui est un Souls-like dans un espèce de Paris, mais avec des Paris, mais dans l'ancien temps, mais avec des mechas, etc. Donc ouais, moi j'aime beaucoup les jeux indés. Il y avait quelqu'un dans le chat qui demandait si j'étais souvent approchée par des studios indés. Oui, c'est le cas, parce que je pense que le streaming est aussi un moyen marketing, hein, très clairement, et un moyen marketing moins coûteux que d'aller faire une grosse campagne sur les réseaux sociaux ou mettre des affiches dans la ville, etc. Donc voilà, moi je touche vraiment à tout type de jeu, donc je me concentre pas que sur les indés. Il y a des streamers, des streameuses qui sont vraiment spécialisés indés qui font que ça. Mais c'est une scène que j'aime beaucoup et que j'aime bien suivre. Et puis je trouve que dans le jeu vidéo indé, on retrouve aussi des choses qui changent des gros titres, peut-être des thématiques qu'on va pas aborder dans d'autres gros titres, peut-être des représentations aussi diverses. J'ai l'impression qu'il y a plus de représentations diversifiées dans les jeux indés. Que ce soit des personnages de la communauté LGBTQIA+, ou des personnes racisées, j'ai l'impression qu'il y a plus de représentation. Et donc ouais, c'est vraiment une scène que j'aime bien suivre. Yes. Et tu parlais tout à l'heure Devil Empire. Alors moi, j'avais compris que c'était Motion Twin, hein, à la base, qui avait créé Dead Cells, donc le studio. Alors peut-être qu'ils ont été convertis en Evil Empire ou ont été rachetés, je sais pas s'il y en a qui ont l'info dans le chat. J'ai peut-être totalement dit une bêtise, hein, je vais regarder tout de suite. Par contre, non, parce que sur Evil Empire, c'est vrai que c'est eux qui. Alors soit ils ont racheté la licence Dead Cells pour faire des suites, soit ils ont migré, je sais pas trop. Mais effectivement. C'est une bonne question. Ils sont basés à. Et j'avais vraiment beaucoup aimé leur conférence Triple I avec pas mal de chouettes annonces et le fait de rassembler les studios indés ensemble, je trouvais ça vraiment chouette. Carrément, donc triple I pour faire référence au triple A, mais pour dire que voilà, on n'est pas des triple A, la Ubisoft et compagnie, mais après bon, l'annonce finale, c'était quand même c'était l'annonce du prochain jeu d'Evil Empire d'ailleurs, et c'était The Rogue of Prince of Persia, qui est une licence Ubisoft. Okay. Donc là, c'est un peu aussi jouer sur les deux plans. Bah, on en parlera sûrement tout à l'heure après par rapport à la crise du jeu vidéo, etc. Parce qu'il y a tout ce qu'on est en train de dire là, ça fait des échos aussi à ça. C'est-à-dire comment l'industrie doit se réinventer aussi pour éviter peut-être ce qui s'est passé récemment, etc. Et que les studios indés forcément ont aussi leur carte à jouer là-dedans, quoi. Parce que probablement que ces studios-là sont plus soutenables, entre guillemets, que les gros studios, quoi. Ok. Petit. Mmh.
Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ça dépend en fait de la taille de la chaîne, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de sollicitations, donc j'ai la chance de pouvoir choisir. C'est vraiment une chance, et franchement, si c'était moi, j'aimerais tout tester. Mais c'est vrai que bah, par manque de temps, je peux pas, quoi. Mais du coup, c'est vrai que généralement, moi, ce qui joue, c'est déjà la manière dont on va m'approcher. Si le studio m'envoie un MP sur Twitter mal écrit, machin et tout, généralement, je suis en mode flemme et je veux pas lire. Donc, généralement, moi, je privilégie les mails, et je pense qu'on est beaucoup à privilégier les mails. Quasiment tous les streamers, streameuses ont un mail pro dans leur bio sur les réseaux. C'est vraiment ce qu'on. Enfin, moi, en tout cas, je lis tous mes mails. En tout cas, j'essaye d'avoir un titre de mail clair. Comme ça, bah, on sait directement. Parce que parfois, si c'est un titre un peu énigmatique et tout, je me dis, okay, c'est du spam ou je sais pas, je vais pas trop y faire attention. Mais si c'est un titre bien clair en mode collaboration, jeu indé, je vais comprendre. Ce qui va faire pencher la balance de mon côté, c'est hyper perso, vraiment. C'est déjà de un, mon affinité vers le projet, hein, si c'est un type de jeu que j'aime bien, si je vois que c'est quelque chose qui pourrait plaire aussi à ma communauté. Le studio, si je connais le studio, généralement, je vais faire bien plus confiance. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est le côté humain, je trouve. Parce que c'est peut-être quelque chose qui s'oublie aussi dans ce milieu jeux vidéo, streaming, etc. Mais j'avoue que si je rencontre le studio ou les devs à un événement, par exemple, et qu'on parle, etc., et que je les rencontre et qu'on peut vraiment échanger, bah, j'avoue que ça peut aussi faire pencher dans la balance parce qu'il y a vraiment eu un contact humain. Donc, s'il n'y a pas les événements, il y a toujours la possibilité d'avoir un call aussi, de proposer en tout cas un call totalement. Donc voilà. Évidemment, vu que moi c'est mon métier, ben il y a aussi la partie si jamais il y a une contrepartie financière, parce que c'est ce qui me fait vivre aussi. Mais ça m'arrive aussi d'accepter de le faire gratuitement si je trouve vraiment que soit le projet il est vraiment trop cool et j'ai vraiment envie de bosser avec eux ou autre, ou alors si on réussit à construire un truc qui est chouette. Typiquement, je prends l'exemple, j'ai déjà mis en avant un studio parce qu'on avait monté une petite émission avec une interview, etc. Il y avait vraiment ce contact humain où les gens pouvaient aussi parler avec les devs, etc. Et c'est pas non plus tous les jours qu'on a l'occasion de parler avec un ou une développeur, développeuse. Donc ça, c'était cool. Mais je dirais que c'est ça qui fait un peu pencher la balance, c'est comment on est approché. Évidemment, l'affinité du jeu, mais ça reste très personnel. Le côté humain, franchement, faut pas hésiter, je pense. Hein, on est beaucoup dans ce cas-là, à pas hésiter à proposer un petit appel ou jamais sur les événements, des choses comme ça. Et voilà. En tout cas, c'est hyper perso, hein, mais voilà. On entend parfois que justement les devs, un jeu va être streamable ou pas streamable et que donc ça peut orienter la façon dont les devs vont créer leur jeu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont pas streamables ou d'autres qui sont plus streamables que d'autres, etc. C'est très personnel, ça dépend de chaque streamer, streameuse, parce qu'en fait, on a tous notre style aussi. Il y a des gens qui streament, qui sont très posés, qui vont faire des jeux avec beaucoup de dialogue, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je sais que c'est pas du tout ce que ma communauté apprécie non plus. Donc, c'est vrai que, allez, je pense que tous les jeux sont streamables, mais ça dépend de la communauté et de la personne qui va le streamer totalement. Tout le monde a un style différent. Après, un truc qui est hyper cool et hyper apprécié, mais je sais que je pense que quand on est indé, c'est peut-être compliqué à mettre en place. Quoique, parce que je pense à Cult of the Lamb qui sont indés, je pense, et qui l'ont fait, c'est tout ce qui est intégration Twitch, c'est-à-dire avoir une petite extension qu'on peut ajouter directement à Twitch via l'API.
donc qui est totalement open source, etc., qu'on peut aller utiliser. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça permet, en fait, je vais prendre l'exemple de Cult of the Lamb parce que c'est un exemple hyper parlant. Cult of the Lamb, c'est un jeu dans lequel on gère un culte avec des petits agneaux, etc. Et l'extension Twitch permet aux gens qui nous regardent en direct de rentrer dans le jeu. Alors, ils jouent pas vraiment, mais ils ont juste un petit personnage avec leur pseudo. Et ça, c'est le genre de truc qui crée de l'interaction, etc., etc., et qui rend vraiment le jeu hyper cool sur Twitch et donne un attrait. En plus, je pense à Baldur's Gate 3 qui avait une extension qui permettait de faire un choix avec la communauté. Il y avait aussi Detroit Become Humans qui permet aussi de faire les choix avec la communauté. Donc ça, c'est des choses qui vraiment redonnent encore une plus-value, je dirais, pour le stream. Et ça permet vraiment aux gens de donner envie de le streamer et aux gens de regarder. Effectivement, c'est vrai, c'est plus qu'une plus-value, c'est carrément un appel. Ouais, l'API Twitch, donc certains font des jeux des fois dans Twitch, dans le chat, Ouais. si je ne m'abuse. Et donc là, en fait, on pousse le truc jusqu'à aller en fait dans un jeu standard hors de Twitch, quoi, finalement. C'est ça. Après, je me doute que ça doit être, c'est beaucoup en plus, etc., et que c'est pas toujours hyper facile à intégrer, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tout cas. Ouais, ça fait que la communauté du coup participe un peu, existe dans le jeu. Impliqué, parce qu'en fait, Cult of the Lamb, ça fait des situations, mais hilarantes, parce que du coup, tes viewers, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent aller se battre, machin, il y en a qui meurent, enfin bref, c'est hyper drôle, quoi. Et en plus, comme j'imagine que c'est, on est des moutons, donc c'est un peu le principe qu'on est tous des moutons peut-être aussi, et donc une communauté, vous êtes la percevoir ironiquement aussi comme des moutons, et donc arriver dans ce jeu. Non, je vais trop loin. J'appelle ma communauté les pigeons, donc ils sont bien au courant. Ok, les pigeons. Ouais. D'ailleurs, je voulais te demander pourquoi la reine des pigeons. Ok. Ah ben voilà. En fait, c'est hyper drôle. C'est vraiment parti d'un tout bête truc. C'est vraiment un tout bête truc. C'est juste, j'étais au début de la chaîne et sur Twitch, il y a des abonnements payants. J'avais atteint 50 personnes qui payaient pour ma chaîne. Et une de mes modératrices, donc qui vraiment gère le chat, etc., qui va supprimer les messages haineux s'il faut, avait dit, parce qu'évidemment, les modérateurs et modératrices sont les premiers à roast les streameuses, me dit, il y a 50 pigeons qui payent pour ta chaîne. J'ai trouvé ça hyper drôle et du coup, c'est resté. Mais c'est vraiment parti d'une phrase. Excellent. C'est parce que vous êtes drôle en Belgique, c'est pour ça. Ah, mais oui, je sais pas. si, non, mais ouais, j'adore l'humour belge, mais après. Bah, vous êtes très drôle en France aussi. Hein. Certes. Ok. Bien. Et ben on est bon, on va enchaîner peut-être sur la séquence suivante. Le travail dans l'industrie du jeu vidéo. Je sais pas si tu as des choses à dire d'ailleurs là-dessus, toi, Chloé, par rapport à. Le travail dans l'industrie du jeu vidéo. Que dire? Moi, je suis pas dans l'industrie. Je travaille avec l'industrie. J'ai déjà vu un petit peu les dessous, on va dire, parce que notamment, j'ai été jury quelques fois pour que ce soit des game jams, que ce soit pour des Game Awards ou des trucs comme ça. Ou alors aussi tout ce qui est... ça, c'est hyper intéressant. Je pense qu'en France, vous avez ça aussi. Nous, en Belgique, il y a pas mal d'argent public qui finance certains studios. Ouais. Et du coup, j'avais été notamment jury pour un appel à financement de studios belges. Donc ça, c'était trop cool parce qu'on avait reçu plein de projets. On teste tout et puis on a, par exemple, une enveloppe de, je sais plus combien c'était, mais de beaucoup d'argent. Et on se dit, OK, ces projets-là, on y croit, ces projets-là, on y croit, ces projets-là, on y croit. Et on les finance. Mais du coup, j'ai jamais été développeuse dans un studio. Je sais que ça regroupe plein de compétences, plein de personnes différentes au sein d'un studio, que c'est hyper complexe. Et je ne sais pas quoi dire de plus, à vrai dire, à ce niveau-là. Yes. Ok. Comment dirais-je? Ouais. Parce que, après, évidemment, on peut totalement dire qu'on est dans un moment vraiment très compliqué de l'industrie du jeu vidéo avec tout le licenciement, etc. Donc, on est vraiment sur une année extrêmement compliquée. Effectivement, il y a un petit tournant qui s'opère, en tout cas.
En plus, avec tout ce qui est IA, etc., qui vient se rajouter aussi. Complètement. D'ailleurs, alors, ouais, il y a peut-être une petite évolution des métiers qui s'opère, effectivement. L'IA qui pointe son nez, qui permet, alors, on va dire de remplacer d'effectuer certaines tâches, peut-être pas. C'est un gros sujet. On peut tout faire avec l'IA aujourd'hui, hein. On peut créer du code, on peut coder avec des IA. Enfin, c'est de l'assistanat, hein, mais on peut créer des assets graphiques, de la musique, un peu tout en réalité. Et du coup, alors, moi, j'ai un exemple qui me vient là-dessus, parce qu'on va dire l'IA, ça supprime des emplois, l'IA, ça supprime des emplois. Mais ça permet aussi, par moment, de faire que des projets vont exister, alors que sans l'IA, ils n'auraient pas pu exister. Par exemple, il y a un remake d'un jeu, là, Les Chevaliers de Baphomet, je ne sais pas si tu connais ce jeu, qui est un De vieux nom, des années ouais. 90, jeu d'aventure, où en fait, le développeur a refait un remake en fait, de ce jeu, mais sauf que ça aurait coûté trop de sous, en fait, de recréer tous les assets pour que ce soit des graphismes actuels. Et donc, il a utilisé l'IA pour dire, voilà, je donne à l'IA mes dessins, mes assets graphiques, et je demande à l'IA de les upscaler ou de les refaire complètement, etc. Donc là, je trouve que c'est un autre aspect qui est assez intéressant. Bah, en fait, moi, je pars du principe que tant que ça ne... Enfin, en fait, le souci, c'est que les personnes perdent leur travail, et ça, c'est hyper grave, quoi. Donc, tant que... Enfin, si l'IA est utilisée dans un cas, comme tu l'expliques, où il n'y a pas d'impact sur les personnes et leur travail, pourquoi pas. Mais puis, il faut aussi que tout soit encadré légalement. Également, je sais que Steam, maintenant, accepte les jeux avec de l'IA, mais qu'il faut bien préciser, etc., ce qu'il y a dedans. Je pense que l'IA peut être aussi assez intéressante pour tout ce qui est l'interaction des PNJ, etc., etc. Mais je pars du principe que il faut pas que ça fasse du mal aux personnes qui créent les jeux vidéo de base. Ouais, ça après, ouais, si on prend l'analogie avec comment dirais-je, l'industrie standard, enfin l'industrie automobile, par exemple, je prends au hasard, hein, les robots sont arrivés dans l'industrie automobile et ont supprimé des emplois. Je pense que mécaniquement, on ne pourra pas y couper, hein. Enfin, on ne va pas empêcher que l'IA arrive Non, du tout. D'où l'importance de dans bien l'encadrer, cet d'avoir. univers-là, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner, sachant que c'est déjà là, de toute façon. Ouais, je vois que dans le chat, ça parle effectivement de Rust. Exactement. Quelqu'un parlait Pour moi, Rust, c'est un jeu de survie. Hein, mais ah oui, Rust, jeu de survie, Rust, ok. non, Rust, c'est un langage aussi. Oui, j'étais sur le langage, moi, forcément. Mais, ouais, non, okay. Non, c'est un langage. Je le connais pas plus que ça, mais je sais que j'ai une amie à moi qui est développeuse et qui l'utilise pas mal. Mais j'ai codé un peu dans ma vie, il fut un temps. C'est du Python et du Perl, donc. Ah oui, du Perl, carrément, quoi. Ouais, c'est parce que j'ai fait des études en NLP, donc Natural Language Processing, donc c'est aussi de l'IA pour le coup. Et on avait un cours où il fallait absolument utiliser Perl, un plaisir. Yes. Et pourquoi tu n'as pas préféré en fait continuer avec le développement? Parce qu'en fait, j'ai commencé. Donc, je faisais ces études-là. Je les ai terminées d'ailleurs. Mais le confinement est tombé pendant mes 2 années de master. Et pendant le confinement, je me suis lancée dans le stream. Et en fait, ça a bien pris. Et je me suis dit, bah, en fait, let's go. J'aimais beaucoup mes études. J'aimais beaucoup tout ça. Mais j'avoue que je préférais streamer. Donc, tu ne comptes pas en fait un jour commencer le développement et. Je pense que là, du coup, ça fait 2 ans que je suis diplômée, donc ça fait 2 ans que j'ai un peu pas suivi mon domaine en fait de NLP qui a beaucoup évolué avec ChatGPT, etc., etc. Mais je pense qu'en fait, j'ai fait ces études-là, j'ai mon diplôme, et je me dis, au pire du pire, si jamais un jour, je sais que Twitch peut vraiment s'effondrer du jour au lendemain, ça j'en suis full consciente, et je me dis, au moins j'ai ça. J'ai ces études-là, pourquoi pas après refaire une formation si vraiment à un moment je veux me replonger dedans. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'exclus. C'est vrai que pour l'instant, tant que ce que je fais fonctionne, j'en profite.
Et je sais que j'ai le backup NLP s'il faut, quoi. Alors, il faut savoir que on n'est pas obligé de savoir coder pour créer des jeux. On peut faire du no-code aussi. C'est vrai. Il y a pas mal d'outils qui existent pour ça, d'ailleurs. Que ce soit à travers Unity, que vous connaissez peut-être les unes et les autres, ou Unreal ou Construct, par exemple, qu'on va utiliser dans la formation dont je vais reparler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ouais, il y a aussi moyen soit de s'initier, d'avoir une porte d'entrée là-dedans, à travers le no-code aussi. C'est tout à fait possible. Je développe, effectivement, je vois sur le Twitch, qui est l'alternative open source de Construct, effectivement. Alix, toi, tu disais que tu sur le chat, que tu fais ça en Indé depuis 5 ou 6 ans, que tu aimerais passer au passage commercial et que tu disais que tu voulais pas bosser, donc il y a trop de pression sur les employés dans les gros studios. C'est pour ça que tu n'as jamais voulu y travailler. Bah ouais, en fait, c'est pas faux du tout. Enfin, il y a certains gros studios dans lesquels ça se passe bien et tant mieux, mais c'est vrai qu'on a tout ce qu'on appelle le crunch, si je dis pas de bêtises, qui est donc une période où vraiment c'est infernal pour les développeurs et les développeuses parce qu'il faut rendre le jeu dans certains temps. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment lié effectivement aux plus grosses prods parce que là, tu as les investisseurs qui rentrent en jeu en mode bon, on a mis X argent, maintenant on veut récupérer notre investissement, quoi. Et alors que quand tu es peut-être moins la pression d'avoir tes actionnaires, etc., qui te mettent un coup de presse. Mais oui, je pense que généralement, quand un jeu sort dans un mauvais état et que tout le monde est en mode pourquoi ils ont sorti ça maintenant, etc., généralement, c'est pas la volonté des devs, mais c'est vraiment quelque chose d'externe, que ce soit les investisseurs, les éditeurs. Ouais. Carrément, ça me fait penser au jeu Cyberpunk 2077, c'est ça de CD Projekt, qui au final, le jeu est devenu hyper bon parce qu'ils l'ont bien patché, ils ont sorti un DLC qui est super. Mais oui, ça a été la sortie de Cyberpunk, ça a été un carnage. Apparemment, le boss disait oui à tout à chaque fois, si j'ai bien compris. Oui, on va faire ça, puis au final, ils se retrouvent avec une liste de ouf. Ouais. Et ils ont du bon quand même, puisqu'après la sortie, après s'être fait clasher quand même un peu par tout le monde, ils ont réussi quand même à avoir un jeu abouti, quoi. Donc au final, c'était plutôt une bonne expérience. Oui, tu parlais effectivement des investisseurs. Quand tu es indé, j'imagine que la pression, c'est la survie. Il faut que tu manges à la fin du mois. Donc c'est plutôt une pression plutôt de ce type-là. Dans les gros studios, c'est la rentabilité. Si j'ai bien compris, c'est cette crise là qu'il y a eu, qui a encore actuellement, mais avec les licenciements qu'il y a eu un peu partout, c'est du fait que justement, il y a eu des investissements. C'est lié au Covid aussi. De ouf. Le Covid a décalé. Le Covid a décalé les sorties. Au Covid. En fait, c'est ce dont j'en avais discuté avec pas mal de personnes du milieu et ils me disaient que pendant le Covid, ils ont embauché à fond de balle. Il y a eu une explosion et que maintenant, ils sont en mode on ne sait plus trop suivre, quoi. Ouais. Du coup, plein de concurrence en même temps aussi, parce que les jeux sont sortis en même temps, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il y avait pas assez il y avait plus d'offres que de demandes finalement. Donc, c'est le cas. Ceux qui ont investi des millions d'euros, ils vont pas les récupérer. Là où le studio indé peut-être peut plus tirer son épingle du jeu parce que il a moins investi. Alors, par contre, il y a autant de concurrence, évidemment, ne serait-ce que sur Steam. Il faut quand même aussi tirer son épingle du jeu quelque part. Donc ouais, c'est peut-être plus aussi au niveau de la façon dont l'industrie, entre guillemets, produit ses jeux qui fait qu'il y a cette crise, plutôt que arrêter d'aller dans le jeu vidéo parce que c'est bouché, quoi. Enfin, je veux dire, mais totalement. Et en fait, tout est lié. Et puis, on est clairement dans une surconsommation de jeux. Je sais pas combien de jeux qui sortent par jour sur Steam. L'année passée, je sais plus, il y avait combien de milliers de jeux qui étaient sortis sur Steam, mais c'est insane et ça augmente d'année en année. Donc, on est vraiment dans une grosse surconsommation. D'ailleurs, il y avait eu des chiffres, je pense, je sais plus, c'était une étude d'un chercheur. Alors, je sais, la source, il y a Louis, en fait, qui donne quelques chiffres.
Ah, ben Donc, voilà, 14 500, c'est énorme. Juste sur Steam. Donc, il y a les autres stores, il y a les consoles, etc. C'est vraiment énorme. Et du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui ne finissent même plus vraiment les jeux. Typiquement, moi, je suis le pire des exemples parce que vu que j'essaye de toucher un peu à tout pour faire des reviews et pour en parler dans les émissions, etc., je ne finis plus aucun jeu. Genre vraiment, je joue un jour ou deux à un jeu et après, il y en a un autre qui est sorti et du coup, il faut suivre le truc, machin et tout. Donc, c'est vraiment devenu la surconsommation. Ouais, c'est vrai que je pense que t'es pas la seule, hein, à mon avis, dans le chat. Il y en a certains ou certaines qui doivent. Et j'avais lu une étude comme quoi la plupart des gens sur Steam avaient la moitié de la bibliothèque non terminée. Carrément. Bah ouais, trop de. Donc c'est aussi, ouais, non, mais de toute façon, c'est ça, c'est aussi le comportement des joueurs, hein, face au jeu. Même peut-être non entamé, c'est possible, ouais, c'est vrai. Je me souviens plus trop, faudrait que j'aille revoir. Yes. D'ailleurs, je lisais un article là, enfin, l'article suggérait que, il faudrait, enfin, en fait, on devrait peut-être baisser la qualité aussi des jeux, c'est-à-dire que les jeux augmentent en qualité de plus en plus, hein, avec les performances graphiques, etc. Mais que c'est aussi des moyens à mettre derrière. Et si on n'a plus les moyens de produire ces jeux-là, peut-être qu'on devrait. C'est une sorte de croissance un petit peu infinie aussi, hein, cette histoire de jeux toujours plus performants et réalistes, etc. Ah, oui, et surtout que Bon. c'est pas nécessairement les jeux les plus réalistes, les plus performants qui marchent de ouf. Je vais prendre l'exemple de Lethal Company, jeu indé créé par une seule personne qui a été un succès fulgurant, grâce notamment au stream, hein, je pense, et les vidéos, etc. Parce que c'est le concept, les gens trouvaient ça trop marrant, etc. Plus récemment, je vais penser à Content Warning, pareil, jeu indé, clairement pas poussé techniquement, c'est plus en mode, je pense, les bonnes idées maintenant Mm. qui ressortent et les moments que ça peut faire passer avec d'autres gens, Ouais. plus que vraiment les performances graphiques. J'ai l'impression. Hein. Je pense aussi. Enfin, après, c'est toujours sympa, hein, d'avoir un jeu très, très immersif aussi. Oui, bien C'est sûr. sûr. C'est vrai que je partais plutôt du principe de ce que je voyais qui avait bien marché sur Twitch, c'était vraiment les jeux avec un chouette concept. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu Dragon's Dogma, et Dragon's Dogma, c'était par ces situations, en fait. Avec le moteur physique où tu te retrouves dans des situations improbables. Et c'est ça qui faisait marrer les gens. Puis les configs qu'il faut, le prix que ça coûte, quoi, après, quand t'es Oui, ça joueur, aussi. Ouais, très clairement. Ouais, non, c'est ça, chaud. c'est hyper chaud au niveau des configs. Ouais, c'est vrai. J'essaye toujours enfin, vu que je stream et que je joue sur le même PC, j'essaye toujours dans l'optimal de jouer sur la PlayStation et de la brancher avec un boîtier d'acquisition pour prendre moins de ressources du PC. Mais c'est vrai que parfois, je sais que si je joue sur un jeu PC plus je stream, j'ai une 3070 et je sais que, enfin 3070, pardon, ça c'est le côté belge qui ressort. Et ouais, il faut que je baisse les graphismes, etc. C'est sûr. Ouais. Ouais, comme tu le dis, Yannick, hein, c'est clair que c'est un peu aberrant. Ouais. Enfin voilà, c'est par rapport à. On est dans l'éco-conception, etc., dans le développement durable et compagnie. Et clairement, cet univers-là, il n'est pas vraiment, quoi. Donc peut-être que ça commence à toucher aussi ce domaine-là, quoi, quelque part. Il y avait des questions tout à l'heure sur le low-code ou le no-code que quelqu'un, j'avais dit, je répondrai après. Je ne sais plus qui avait posé la question par rapport à cette histoire de low-code et de no-code. Je pense que tout ça, c'est un petit peu la même chose après. Hein, ouais, dev no-code, low-code, etc. No-code, Kathleen, ça va être plutôt quand tu vas créer des interfaces, soit des applications, soit des jeux ou autres, à partir d'interfaces visuelles, en fait. Tu assembles des éléments entre eux avec des comportements et des interactions, etc. Sachant qu'il faut quand même avoir une logique de code, hein, d'algorithmique. Hein. Le no-code, ça ne veut pas dire que on peut donner ça à un enfant de 3 ans non plus. Il faut quand même avoir une certaine logique derrière. Le low-code, de ce que j'en ai compris, c'est plus où tu vas avoir des briques qui vont être préfabriquées avec du code à l'intérieur et que tu vas pouvoir modifier ensuite, ce genre de choses.
Donc, tu as quand même un code qui préexiste et tu peux ensuite le customiser à ta sauce. Voilà, je répondrai un peu comme ça, du coup, Kathleen. Et dans tous les cas, même dans les outils no-code, bien souvent, tu peux ouvrir la boîte et aller coder à l'intérieur. Donc, au final, il y a toujours du code. Hein. C'est comme on dit serverless, les applications sans serveur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si tu regardes, il y a un serveur. C'est comme dans Scooby-Doo, quoi. Donc voilà pour cette réponse à la question là-dessus. Et c'est bien en no-code qu'on proposera notre formation d'initiation aux jeux vidéo, dont je vous parlerai à la toute fin. Il y a Alix qui parle d'un Unreal Engine déjà. Complètement. Unreal Engine et des blueprints, effectivement, c'est du visual scripting, hein, si je ne dis pas de bêtises, ça peut s'apparenter à ça. Visual scripting, donc vous assemblez des boîtes. Il y a ça aussi dans le monde de la musique. Hein. On peut créer des sons de cette façon-là. On peut créer des jeux vidéo, tout genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec Unreal, vous allez pouvoir, par exemple, poser un personnage, lui attribuer un comportement avec un contrôleur FPS, contrôleur first person shooter, et ensuite configurer votre contrôleur FPS en mode visuel, et donc en ne rien codant, et adapter le comportement de votre personnage avec ça, ce qui est hyper intéressant quand même. Je trouve, moi qui ai toujours codé, je trouve que le no-code, ça apporte quand même vachement une prise de recul en fait par rapport à ce qu'on fait, et de plus prendre la casquette de game designer en fait que de game développeur, quoi, au final. Donc voilà, c'est une approche qui peut être quand même assez intéressante, je trouve. Chloé, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques petites... est-ce que tu connais des devs qui streament les développements de projets? Est-ce que tu en suis? Et est-ce que tu as des conseils? Deuxième question, est-ce que tu auras des conseils pour se lancer sur Twitch ou pour animer une communauté? Alors oui, je connais des devs, pas gaming, mais j'ai ma meilleure amie qui s'appelle DevGirl et qui du coup développe sur Twitch, c'est vraiment son contenu. Donc elle fait des sites internet, mais elle code vraiment en direct, elle explique ce qu'elle fait, etc. Elle aime bien aussi faire, vous connaissez probablement, je sais plus, c'est Clash of Code, je crois, quelque chose comme ça, c'est des mini-jeux de code qu'elle fait avec sa commu, etc. Donc ouais, je la regarde parce que voilà, je comprends rien, mais je regarde. Alors, je suis quelques streameuses qui font du développement de jeux également. Mais c'est vrai que vu que moi, j'y connais pas grand-chose, je suis plus en mode, je vais mettre sur le côté, etc. Plus en fond, quoi. Mais sinon, franchement, je dirais qu'il faut, si on veut se lancer sur Twitch, il faut pas hésiter, quoi. Vraiment, il faut tenter, etc. Alors, je dirais que il n'y a pas de recette miracle pour Twitch, à vrai dire. Je pense que ce qui joue peut-être, c'est la régularité, de réussir à créer un espèce de rendez-vous avec la communauté. Par exemple, moi, je stream tous les matins. Et donc, c'est assez facile pour retenir mon horaire. Mais sinon, ouais, juste partager quelque chose qu'on aime bien pour papoter avec les gens, etc. Si je prends l'exemple de DevGirl qui, elle, du coup, fait du dev qui est totalement différent parce que pour animer du code, vas-y, c'est chaud quand même. Moi, j'anime des jeux vidéo, donc c'est beaucoup plus simple. Il se passe toujours quelque chose devant moi pour commenter. Mais du code, ben, elle va expliquer un peu les nouveaux outils qu'elle utilise, la techno, etc. Et elle parle avec les gens, ils s'entraident. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire de communauté. Et puis je dirais qu'il faut pas hésiter à... Pardon? De l'authenticité, quoi. Faut être authentique. Ouais, c'est ça, de ouf. Et surtout, c'est qu'un live, c'est quand même long, hein. C'est minimum 2 heures généralement, puis ça peut monter jusque très longtemps. Il y en a qui font 10 heures de live par jour. Donc, si on n'est pas authentique, ça va se sentir très très vite. Donc voilà. Et je dirais qu'il faut vraiment pas hésiter à aller vers les gens et à s'entourer. Parce que je le disais, mais vraiment, c'est une force, en fait, de connaître des gens dans le stream et de s'entraider, de faire des trucs ensemble, machin. Le monde du dev dans le stream, c'est un petit monde.
Donc, je sais qu'il y a même un événement qui s'appelle le Dev Event où ils récoltent des fonds pour une association une fois par an. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à aller voir les lives des autres, papoter avec eux, voir un peu ce qu'ils font. Et c'est vraiment un petit milieu, donc voilà. Je pense que ici, Kathleen, elle pose une bonne question. Est-ce que le dev en stream peut aussi apporter pour avoir une chance de réussir à éditer son jeu? Je pense oui, parce que le stream, ça reste une carte de visite en fait. Ça reste un moyen de mettre de la visibilité au jeu, etc. Et en plus de ça, si les gens suivent en direct le développement du jeu, bah, il y a un certain affect aussi qui va se créer de la part des gens. Donc oui, je pense vraiment que c'est un bon moyen de le marketer. Et comment dire, je veux dire, je prends encore l'exemple de DevGirl, mais c'est parce que c'est une des seules que je connais vraiment qui fait du dev dans le stream. Je sais que elle me dit, mais en fait, moi, je travaille. Donc, c'est pas du tout du temps perdu, c'est je bosse. Et en plus, j'ai cette visibilité. Donc, c'est gagnant-gagnant. Alors, oui, effectivement, il faut animer, etc. Au début, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de choses à prendre en main. Il y a quelques logiciels, il y a le son, l'image, etc. Mais bon, quand ça est pris en main et qu'on a un peu l'habitude d'animer, bah, ça devient un peu du bonus. Et après, je pense que ce qui est important, c'est surtout l'après. Donc c'est vrai que streamer le développement d'un jeu, c'est peut-être pas nécessairement le plus important, mais je pense que aller voir des streamers, streameuses qui auraient un profil qui pourrait correspondre à votre jeu pour que il ou elle le joue en direct, là c'est vraiment hyper intéressant. Allez, je m'en rends compte, mais généralement quand je présente un jeu, le nombre de personnes qui vont envoyer un message en disant vas-y, je viens de le craquer, enfin je viens de craquer, je viens de me le prendre, enfin pas craquer en mode piraté, mais genre j'ai craqué, je l'ai acheté quoi plutôt. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment un moyen de faire connaître un jeu de manière intéressante. Comme les autres réseaux, je pense à TikTok aussi. Il y a des jeux indés. Je pense à un jeu en particulier. Alors, je sais pas du tout d'où il sort ce jeu, mais c'était un jeu de survie sur un bateau. Et en fait, il y avait plein de conteneurs. Et il faut ouvrir les conteneurs et survivre avec ce qu'on trouve dedans. C'est pas Raft, c'est vraiment un truc à la n'importe quoi. Mais les gens trouvaient le concept trop marrant et le dev a mis quelques vidéos du gameplay sur TikTok et ça a marché de ouf. Donc, je pense que TikTok, c'est aussi un bon outil, ou Reels ou Shorts, mais vraiment les vidéos courtes, où l'algorithme peut vraiment pousser la vidéo, quoi. Yes. Bah, d'ailleurs, si on parle de marketing, si on parle de marketer son jeu, c'est devenu vraiment, comment dirais-je, le nerf de la guerre en fait. Là, j'ai suivi pas mal comment dirais-je, d'articles là-dessus ou de gens dont c'est le métier, qui vont t'expliquer effectivement qu'il y a une stratégie. Enfin, maintenant, il y a une stratégie pour marketer ton jeu sur Steam notamment, mais pas que. Mais c'est souvent sur Steam qu'il y a des stratégies. On peut streamer sur Steam. J'ai déjà fait je pense que c'était avec Bandai pour la sortie de je ne sais plus quel jeu. Il y a possibilité de demander à un ou une streameuse de streamer sur la page d'accueil Steam. Je ne sais pas à quel point est-ce que ça a un impact sur la mise en avant du jeu sur Steam, mais en tout cas, c'est une possibilité qui se fait aussi. Ouais, on voit souvent d'ailleurs des lives de développeurs sur les jeux en early access, en accès anticipé sur Steam aussi. Tu arrives sur la page et tu vois qu'en fait ils sont en train de dev, ouais. un peu comme tu fais ou comme ferait DevGirl avec son code. Ils sont en train de coder et puis ils expliquent un peu ce qu'ils font, etc., quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment ce côté affect, en fait, que les gens se rendent compte que c'est des humains, en fait, derrière le jeu et pas des robots. Donc, le stream est un moyen de faire des liens. Mais je pense aussi à même YouTube. Je pense à la team Folon, qui est la team de moders derrière le DLC. Enfin, c'est limite un DLC. Fallout London, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment un mode, mais vraiment gigantesque, avec une team, ils sont en train de bosser dessus et tout, mais full indé. Et eux, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils font vraiment un journal de bord et ils expliquent et même les galères, etc. Et ça rend le truc hyper humain. Et du coup, les gens sont à fond derrière. Il y a aussi la développeuse du dimanche qui fait aussi ça avec des dev blogs exactement où on raconte un petit peu le cheminement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper cool pour créer en fait ce côté humain.
Totalement, ouais. Ouais, c'est ouais, c'est pour créer une communauté derrière, quoi, finalement. Oui, c'est ça, c'est la création de communauté. Ouais, tout à fait. Ok, bah, je pense qu'on est bon, je pense qu'on est pas mal. Il y a les Discord aussi, j'ai pas mentionné, mais il y a tout ce qui est Discord, il y a beaucoup de complètement. Discord de dev, Ah, etc. après, effectivement, il y a les Discord de développement pour Ouais. contribuer, pour se faire sa communauté, carrément. Twitter X, aussi, qui est un bon canal, je pense, pour poster surtout les assets, le graphisme, c'est souvent ce qui va aussi être impactant pour la découverte d'un jeu, de ce que j'ai compris, hein, plutôt que le gameplay. Dans un premier temps, le graphisme va être plus important, il me semble. Ça dépend. Aussi. Ça dépend parce Non. que vraiment, si je reprends l'exemple de Content Warning et Lethal Company, les jeux ils sont moches, hein, et pourtant ils marchent de ouf. Ouais, Je pense ouais, qu'il y a quand même aussi le. Je pense que peut-être ce qui fonctionne, c'est un concept simple qu'on comprend vite, ou alors effectivement l'aspect visuel. Yes. Mais c'est que mon avis évidemment. Hein. Oui, non, mais c'est sûr qu'un gameplay qui a une mécanique qui marche bien, c'est sûr que ça le fait aussi, c'est certain. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Chloé, sur tout ce qu'on a déjà dit, ou bien? Non, pas spécialement. Après, s'il y a des questions, faut vraiment pas hésiter. Donc, faut pas hésiter les questions ou même à en poser quand je suis en live ou quoi. Je suis assez, allez, j'ai pas de tabou de parler de plein de trucs, donc faut vraiment pas hésiter. Ça marche.